Bonjour tout le monde, bon midi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Gagnon, qui est président opération BMO Groupe Financier Québec et qui est aussi, poste très important, administrateur du Conseil de la Chambre de commerce. Claude est à la banque depuis longtemps, on en discutait tout à l'heure, rentré en 1975. Je disais à la blague, il a adopté la compagnie, c'est clair. Depuis cette époque-là, évidemment, Claude a vu les choses évoluer. Et en 2018, donc arrivé à ce poste, succédait à Jacques Ménard, donc un poste extrêmement stratégique au Québec. Et arrivé en 2018, est venu à la tribune de la Chambre en 2019. Et puis est arrivée la pandémie. Durant cette pandémie, on a fait un événement avec des dirigeants des banques en mai 2020. Et Claude a été aussi très engagé dans le cadre de Relançons Montréal. D'ailleurs, pour la petite histoire, Claude et Jacques Ménard avaient été les partenaires déterminants du succès de Je vois Montréal il y a plusieurs années. Donc, Claude, c'est non seulement un homme de la BMO, mais c'est un homme de Montréal aussi très, très engagé. Aujourd'hui, on va aborder des sujets très d'actualité. Évidemment, on est encore dans cette crise. On est à l'amorce de cette relance. On avait le budget fédéral hier, on va en parler un petit peu. Et les institutions bancaires ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer, évidemment, comme pilier de l'économie, donc à travers tous les secteurs, mais aussi secteur financier très important pour Montréal. Peut-être Claude est très heureux qu'on se prête au jeu dans une conversation, qu'on aura un échange. Puis je commencerai en disant, il y a un an et quelques semaines maintenant, quand la crise arrive, il y a beaucoup d'inconnus, il y a de l'inquiétude et peut-être des fois on est toujours inquiet parce qu'on se rappelle de la crise précédente. Et la crise précédente, ça avait été une crise financière, un gros impact immédiat à l'époque sur le gel des liquidités. Donc, il y a un an, il y a de l'incertitude, ça dure quelques jours, quelques semaines, et puis finalement, le système tient le coup, les gouvernements mettent en place des programmes où on va faire appel aux institutions financières pour livrer ces programmes-là, dans bien des cas, pour assurer les liquidités des entreprises. Et encore une fois, ça marche. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as été surpris de la robustesse du système financier? Est-ce que tu as l'impression qu'on avait pris toutes les bonnes décisions auparavant? Qu'est-ce qui explique que ça a si bien marché? En fait, merci pour la question, Michel. Quand on regarde le système financier, le système bancaire canadien est reconnu aujourd'hui comme étant un des meilleurs systèmes bancaires au monde. Et on en a traversé des crises au fil des ans, là, ne serait-ce que des guerres ou quoi que ce soit. Et on a toujours réussi à bien protéger les avoirs de nos clients, mais en même temps aussi à disposer des capitaux pour être capable de les aider à faire face à des situations imprévues. On a été souvent, tu te rappelleras au fil des ans, on a été souvent critiqués, je pense, les institutions financières parce que ça semblait nous prendre du temps à réagir ou encore qu'on était peut-être un peu plus critique ou sévère au niveau de la gestion des capitaux. Mais quand on vit des situations semblables et puis qu'on se rend compte qu'on est en mesure d'aider l'ensemble de la population, autant des entreprises, autant des ménages, donc c'était vraiment primordial. Puis en même temps, on était considéré comme un service essentiel. Donc, on a été frappé par cette pandémie-là, à même titre que tout le monde, tout employeur. Mais du jour au lendemain, ce qu'on devait faire, c'est d'être capable de s'organiser rapidement pour protéger nos employés, être capable d'offrir des services aux clients, supporter les gouvernements. Tu parlais des entreprises tout à l'heure. On avait même été impliqués également au départ avec les paliers du gouvernement pour voir de quelle façon est-ce qu'on va travailler tout ça, qu'on va gérer tout ça, que ce soit avec Investissement Québec ou quoi que ce soit, pour s'assurer que, écoute, on le faisait là, on était, même si c'était fait à la dernière minute, au moins c'était fait de façon assez ordonnée pour être capable de venir en aide et de répondre aux besoins urgents que des entreprises ou des humains avaient. Non, ça, écoute, je te dirais, surpris. On est toujours surpris parce qu'on pouvait jamais s'attendre ou prévoir de telles choses. Et je te dirais qu'on fait de façon régulière dans des grandes entreprises comme chez nous, on fait toujours des plans de contingence. C'est-à-dire, bon, s'il arrivait le matin de guerre, s'il arrivait ci, s'il arrivait ça,
On venait de sortir d'un plan de contingence, ça faisait peut-être 2 mois. Et s'il y a une chose auquel on n'avait jamais pensé, c'était bien une pandémie, puis qui nous forcerait finalement à se réorienter puis se réorganiser comme ça en l'espace de 3 semaines. Peut-être un autre élément qui, je pense, qui est important à avoir à l'esprit, c'est, tu disais, il a fallu qu'on s'organise comme institution, comme entreprise. Et on l'a vu, d'autres institutions ont été touchées par des questions de cybersécurité. Et en devenant des banques avec beaucoup d'employés à distance, en télétravail, en ayant énormément d'activités en mode virtuel, on aurait pu être inquiet qu'il y ait des brèches dans le système de sécurité. Encore une fois, je voulais juste entendre sur ton évaluation de la situation. Il y a encore beaucoup de gens qui travaillent à distance, à la BMO comme dans les autres institutions. As-tu l'impression que le système est étanche, que d'un point de vue sécuritaire, la situation est sous contrôle? Ça semble être le cas, en tout cas. Je vais te dire que oui et non. Je te dirais oui. Je vais te dire que oui. Parce que, écoute, on investit des sommes astronomiques annuellement pour s'assurer que les données de nos clients, les interactions financières et ainsi de suite, qu'elles sont protégées. Mais il n'y a jamais personne qui est à l'abri de ça, puis on peut le voir. Mais quand on regarde, tu sais, le plus dangereux finalement, quand on regarde les attaques de cybersécurité qui se font, c'est fait par des très, très gros joueurs. Là où ça devient dangereux, finalement, c'est quand il y a des informations qui se perdent à l'interne. Et je te dirais qu'on est quand même très, très, très méticuleux là-dessus au sein des institutions financières. Je ne parle pas juste pour BMO, je parle de l'ensemble des institutions financières, de s'assurer que tout est protégé, que les accès sont limités. Puis quand je parle d'accès limité, tu pourras en parler avec les gens de mon bureau, puis même avec les tiens, parce que quand vient le temps de connecter, puis juste d'avoir des informations, d'aller sur des sites, chercher de l'information, des fois où ça devient l'enfer, pour la simple et bonne raison qu'on a des données dans nos systèmes on veut s'assurer que ces données-là, finalement, ne sont pas accessibles à personne d'autre. Donc, du côté sécuritaire, oui, je suis très confortable, mais il faut toujours demeurer à l'affût, très, très à l'affût, parce que ça évolue à la vitesse grand V. Et la première chose qu'on veut s'assurer, c'est de protéger vraiment toutes les informations qu'on a et protéger nos clients. Donc, on a un système qui est robuste, ça fonctionne, et là, on amorce une relance. On a vu hier le gouvernement fédéral y aller de son budget. Il y a dans ce budget-là des sommes importantes pour des secteurs stratégiques, des secteurs encore vulnérables. Toi, de ton côté, comment tu vois le rôle des banques? Je pense au tourisme, par exemple. Le secteur touristique, présentement, est encore en attente d'un redémarrage. Là. Évidemment, dans les régions, ça s'est mieux passé, mais je peux te dire que les hôtels du centre-ville de Montréal souffrent encore énormément. Mm-hmm. Quand on est banquier puis qu'on voit des secteurs au complet qui sont dans des situations qui demeurent vulnérables, comment on aborde ces secteurs-là? Est-ce qu'on se protège encore davantage du risque? Est-ce qu'on s'assoit avec eux puis qu'on est des partenaires et on assume avec eux une partie du risque? Comment on aide ces secteurs-là? Comment on traverse ça? Je pense que tu as mentionné le terme exact et juste, qui est on est des partenaires. Parce que je te dirais, quand on va s'investir avec un entrepreneur ou des entrepreneurs, c'est qu'on a déjà eu le temps de s'asseoir avec eux, de regarder le plan d'affaires, de voir finalement quels étaient les risques et les opportunités à court, moyen et long terme. On aura toujours des surprises naturellement, mais je dirais qu'on a également des systèmes internes de renseignement et d'analyse qui sont assez perfectionnés puis qui peuvent nous donner aussi les tendances de l'industrie en général dans certains secteurs d'activité et dans certains coins de la planète. Donc, à partir du moment où on a ça, puis d'autres indicateurs qui sont des indicateurs économiques, puis aussi, quand on regarde aussi l'expérience, l'expertise, les liquidités qui sont disponibles, plein de facteurs qui sont pris en considération. Mais pour répondre d'abord à ta question, on est des partenaires d'affaires. Donc, on s'investit avec nos clients et ce qu'on a tenté de faire, puis j'espère qu'on a réussi à le faire dans la majorité des cas, mais c'était de les supporter, les aider à traverser cette période difficile-là. Certains auront peut-être tendance à dire « Ah oui, mais il y a telle entreprise ou telle entreprise qui connaît de sérieuses difficultés. » Peut-être que ces difficultés-là étaient déjà des difficultés avec lesquelles l'entreprise vivait depuis un certain temps et que des crises semblables sont venues exacerber ces problèmes ou ces situations-là.
Mais je dirais que dans la majorité, la très, très grande majorité des cas, on était là pour, je dirais, alléger les tensions, alléger les obligations des entreprises qui sont aussi des employeurs. Puis on voulait s'assurer également que notre économie, qui était déjà relativement ralentie, qu'on puisse lui donner un peu de gaz pour la faire rouler. Donc, c'est la façon dont on fonctionne. Puis, je dirais que non, au contraire, on a été encore davantage à l'écoute de nos clients, pas parce qu'on ne l'était pas, mais petite anecdote, c'est qu'on avait nos directeurs à la chambre d'affaires qui ont l'habitude de se déplacer du bureau pour aller rencontrer leurs clients à leur bureau, et ainsi de suite. Et comme finalement les rencontres étaient impossibles, c'était devenu des rencontres virtuelles. Donc, les clients nous disaient j'ai jamais si peu vu mon banquier depuis le début de la pandémie, mais j'ai jamais été si près de lui que je le suis depuis le début de la pandémie. Pourquoi? Parce que on sauvait tout ce temps-là de voyagement à seulement prendre un téléphone et l'appeler, puis de dire comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin, comment est-ce qu'on peut t'aider, quelles sont tes anticipations, tes préoccupations. Donc, c'est le rôle du banquier, c'est de travailler main dans la main avec son client, puis faire en sorte qu'on va le faire prospérer. On va l'aider. Claude, si on descend un petit peu plus vers les PME, on l'a vu dans le budget d'hier, le gouvernement du Canada veut soutenir la transition numérique des PME. Le gouvernement du Québec a annoncé aussi récemment des programmes assez importants dans ce sens-là. Et derrière tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de PME qui vont devoir faire des investissements. Et dans certains cas, peut-être qu'ils ont déjà les liquidités, puis ils ont déjà une situation financière qui leur permet de le faire. Dans d'autres cas, ils vont devoir possiblement investir, possiblement aller voir leur banquier à nouveau. Je te pose la question, est-ce que vous avez augmenté vos ressources, votre personnel pour aider les PME, puis être davantage, je dirais, proactif? Des fois, les PME ont un besoin, mais ils ont besoin d'accompagnement aussi. C'est pas juste de recevoir l'argent. Comment vous abordez la question des PME et toute cette transition très rapide qui est en cours, mais qui va s'accélérer? Oui, tout à fait. En fait, PME, quand on regarde notre économie, l'économie québécoise, l'économie canadienne, en principe, c'est une économie de PME. Hein? Et puis, je te dirais même que quand on regarde au Québec, on a les PME, puis on a des TTE, des petites entreprises. Puis ces entreprises-là, finalement, encore une fois, quand on regarde au niveau de la pandémie est venue exacerber un peu certaines situations, certains retards, puis d'investissement au niveau, justement, des technologies. Je fais juste regarder, puis il y a des années, ce qui avait été fait, puis j'ai une date ici, là, ça remonte en 2018, IDC Canada avait fait une étude, finalement, au niveau des détaillants canadiens, puis de voir si ces détaillants-là avaient des stratégies d'innovation, puis comment est-ce qu'on était pour se mettre à niveau, comment est-ce qu'on était pour devenir de plus en plus compétitif. Michel, tu es sûrement au courant des données que ce sondage nous a données, mais on a constaté qu'il y avait 77% des détaillants canadiens qui n'avaient aucune stratégie d'innovation en 2018. Donc, on parle d'à peine 3 ans d'aujourd'hui. Fait que 77% des détaillants qui n'avaient pas de stratégie de dire, on est sur un marché planétaire, il y a au sud de la frontière, on voit que tout je dirais, l'avènement informatique, numérique, se développe très, très rapidement. Donc, il faut, nous aussi, qu'on puisse être en mesure de faire en sorte d'aider nos clients, puis de les accompagner, puis de les influencer à faire ce virage technologique-là, parce que c'est important pour, leur compétitivité, leur rentabilité et puis la survie de leur entreprise. Dans les boules de cristal, on essaie souvent de voir l'avenir, puis c'est toujours un exercice risqué, mais je voudrais quand même t'amener sur le point de l'inflation. Il y a tout le monde le dit, il y a une demande qui était contrainte, les gens ont économisé, les entreprises, dans certains cas, ont retardé des investissements. Donc, il y a devant nous possiblement là, une demande qui va s'exprimer rapidement d'un coup. On est déjà dans une situation où au niveau de la construction, on le voit très bien, le prix des matériaux augmente beaucoup, le prix de la main-d'œuvre augmente beaucoup. Je discutais l'autre fois avec des gens qui sont dans le transport maritime qui m'expliquaient que
le coût du transport maritime international augmente beaucoup. Ça, c'est un facteur qui est un intrant, encore une fois, dans toute une chaîne de valeur. On voit que le prix du pétrole, bon, on n'a pas retrouvé les niveaux stratosphériques d'une certaine époque, mais quand même a augmenté. Alors, je te pose la question parce que une des préoccupations, c'est est-ce qu'on s'en va vers une hausse des taux d'intérêt, vers une inflation qui va gonfler les prix? Et quand on est banquier, bien, j'imagine qu'on se préoccupe de cette question-là parce que le loyer de l'argent, c'est une variable fondamentale pour notre organisation. Comment vous abordez ça, le loyer de l'argent, les taux d'intérêt et l'inflation pour les prochains, disons, 12 à 18 mois? Écoute, encore une fois, on est assis avec les ministres des Finances, autant fédéraux, fédérales que provinciaux, pour voir tout ça, puis voir comment ça évolue. Je dirais toutefois que quand on regarde du côté de croissance, oui, on va connaître une croissance importante. Puis écoute, on a vu juste du côté du budget hier, il y a quand même au fédéral, puis j'ai hâte de voir le provincial, mais il y a plusieurs choses là, qui sont mises de l'avant pour faire en sorte que on va générer des investissements, générer du développement, mais puis en même temps, quand on regarde du côté de notre côté au niveau des institutions financières, comme je disais tantôt, on est là pour aider nos clients. Donc, le marché, on voit que le marché va exploser au cours des prochains mois, des prochaines années. On s'attend d'avoir vraiment là, des croissances relativement élevées, puis des croissances qui pourraient être plus élevées ou aussi élevées, en fait plus élevées probablement des 45 à 50 dernières années. Mais je pense que tout ça, finalement, les argents sont disponibles et je pense que oui, on va peut-être voir certains taux d'inflation, mais j'ai pas de boule de cristal. Les gouvernements nous en ont pas parlé non plus. Je sais que nos économistes, Doug Porter et toute son équipe, suivent ça de façon très, très quotidienne. Mais la préoccupation n'est pas à ce niveau-là pour l'instant. La préoccupation est davantage de s'assurer qu'on va disposer des capitaux pour aider les entreprises à passer à travers, à répondre aux besoins, puis en même temps à moderniser leurs opérations, tout ça, pour faire en sorte qu'on va améliorer nos chaînes de provisionnement, on va être en mesure de répondre davantage aux besoins du client. Et puis en même temps aussi, je pense que la crise qu'on vient de traverser, qu'on est à traverser, a fait réaliser à plusieurs entrepreneurs que c'est beau de pouvoir s'approvisionner qu'à l'extérieur du Canada. Sauf que quand les frontières commencent à fermer, ça pose de sérieux problèmes. Donc, ça aussi, ça va nous permettre aussi d'aider certains entrepreneurs à tirer leur épingle du jeu et à leur donner finalement le souffle nécessaire pour être capable de compétitionner avec peut-être d'autres grands compétiteurs à l'extérieur de nos frontières, parce que l'approvisionnement, c'est important. Puis en même temps, on parlait des technologies tout à l'heure. Question de technologie, si tu veux aussi être capable de t'assurer que ta production va être en fonction des besoins, tous les systèmes informatiques qu'on a aujourd'hui qui nous permettent de vraiment d'avoir pratiquement près quels sont les besoins des commerçants sur qu'est-ce qui reste sur notre tablette, qu'est-ce qui est plus intéressant pour le consommateur, à quelle vitesse est-ce que ça sort, donc à quelle vitesse on devra le produire pour être capable de livrer, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses de ce côté-là là, qui sont en train de s'ajuster. Puis, je pense que, en fait, pas préoccupé, mais je pense qu'on va mettre nos efforts plus là-dessus. Puis, pour ce qui est de l'anticipation du futur, on va être en mesure de composer avec ça. Je suis pas mal convaincu. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, je pense, qui est très positif et qui est rassurant, qui est que tous les indicateurs vont vers une période de croissance forte qui s'en vient. C'est intéressant quand tu dis « et les capitaux sont là et on va pouvoir aider les entreprises qui vont devoir investir ». Il y a celles qui vont vouloir se moderniser, accroître leur productivité, se numériser. Probablement qu'il y a de l'augmentation de capacité aussi. Puis tu le dis, si l'approvisionnement local devient plus important, il y a probablement des entreprises d'ici qui avaient peut-être des capacités moindres. Tout ça est positif. Peut-être, et je serais intéressé de t'entendre là-dessus, sur le marché immobilier. Évidemment, vous êtes une banque canadienne, vous avez même des bras très importants aux États-Unis, mais vous couvrez l'entièreté du Canada. Donc, le marché de Toronto, le marché de Vancouver, c'est un marché que vous connaissez.
Et là, à Montréal, on est dans une situation où, on le sait très bien, il y a du rattrapage. On est loin d'être la situation à Toronto ou à Vancouver. Mais en même temps, on a un marché immobilier, pas juste à Montréal, dans le 450, dans le reste du Québec, qui vit une certaine effervescence. Le gouvernement regarde les taux hypothécaires, regarde les pratiques des banques. Qu'est-ce qui est, d'après toi, le point d'équilibre? Comment tu vois la situation au Québec et dans la région de Montréal présentement sur le marché immobilier? Je te dirais que, en fait, la région qui préoccupe le plus est la région du Grand Montréal. Quand on parle d'immobilier, Montréal, surtout le centre-ville, on parle de Relancement Montréal, dont on a parlé à quelques reprises. C'est que Montréal, son centre-ville, est constitué principalement d'entreprises. Et on a vu plusieurs personnes, propriétaires ou locataires, qui étaient installés à Montréal depuis plusieurs années, puis de quitter l'île de Montréal pour aller s'installer en banlieue ou même plus loin. Donc, c'est une préoccupation parce que quand on regarde Montréal, finalement, c'est l'activité économique de Montréal qui va faire en sorte que ça va rejaillir, mais tant aussi longtemps qu'on aura des défis de distanciation, ça va demeurer assez difficile. Donc, je pense qu'on va devoir repenser un peu toute la gestion de nos édifices à Montréal et de voir peut-être une certaine mixité au sein de ces édifices-là. Des entreprises qui vivent des difficultés à Montréal puis qui se disent « Oups, moi, si j'avais été en banlieue un petit peu plus loin, la difficulté serait sûrement beaucoup moindre pour toutes sortes de raisons. » Donc, je pense que le Montréal centre-ville, principalement, est très affecté. Puis, on tente d'y travailler ardemment avec la Chambre et tous les autres intervenants. Je sais que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux travaillent là-dessus également. Le gouvernement fédéral est en train là, de mettre en place aussi différentes stratégies puis différents programmes d'aide pour venir en aide aux différentes municipalités et entreprises. Donc, en fait, je ne sais pas, Michel, si je réponds vraiment à ta question à ce niveau-là, mais en fait, la question qui m'est souvent demandée, c'est est-ce qu'on est face à une situation temporaire où il y a une surchauffe dans le marché immobilier et que vraisemblablement, ça va se stabiliser dans quelques mois, ou est-ce qu'on est dans une trajectoire inexorable là, de hausse? Et dans le fond, je pense qu'on revient sur la question des boules de cristal. C'est toujours tentant de penser que les banques le voient venir, mais les banques sont comme tout le monde. On est dans le réel au moment où ça avance. Mais en même temps, la question des taux hypothécaires préoccupe, tout simplement parce que sur l'île de Montréal, on le voit, les gens ont l'impression qu'il y a une surenchère et je pense que la surenchère, elle existe à l'extérieur. Et si les taux devaient monter et que les gens se sont laissés entraîner dans cette surenchère, bien là, on s'achète du trouble en avant. Alors, c'est une question qui était très ouverte, très générale, mais il faut qu'on soit certain qu'on n'a pas une crise en avant si les taux d'intérêt devaient un peu monter puis que les gens sont trop étirés. D'accord. C'est possible qu'il y ait des Vas-y. En fait, je disais simplement, c'est possible qu'il y ait des réajustements. C'est une question, là. Hein? Il y a une question d'équilibre là-dedans. Et c'est possible qu'il y ait des réajustements éventuels au niveau des taux d'intérêt, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit à l'horizon. Parfait, c'est bon. Peut-être si on revient sur la banque elle-même, un peu voir comment vous évoluez. On l'a dit, la pandémie vous a amené, comme toutes les organisations, à revoir comment on travaillait, le télétravail, nos processus. Et là, j'imagine qu'avec cette reprise dont on parlait tantôt, là, il risque d'y avoir beaucoup de croissance. Comme toutes les organisations, j'imagine que vous allez regarder vos ressources humaines, s'assurer que vous optimisez tout ça. Êtes-vous en crainte? Êtes-vous face à une pénurie? Embauchez-vous? Comment vous voyez l'évolution de vos ressources puis de votre personnel dans les prochaines années, prochains 2 ans? Écoute, je te dirais qu'on est en recrutement constant. Pour la simple raison que quand on regarde du côté du milieu financier, c'est un milieu qui est assez compétitif. On regarde le nombre d'institutions financières qu'on a ici, juste à Montréal et au Québec. On est tous très bien représentés et chacun tire très bien son épingle. Mais quand on regarde aussi du côté démographique, le Québec, on a
une vie vieillissante. On est la deuxième population sur la planète qui vieillit le plus vite après le Japon. Donc, ça aussi, c'est une autre des préoccupations que tout employeur devrait avoir au Québec, de dire comment est-ce que je vais être en mesure de remplacer tantôt cette main-d'œuvre qui va prendre sa retraite. Je pense qu'il y a différentes choses qu'on peut faire. Une première, c'est de tenter de retenir le plus longtemps possible les ressources qualifiées qu'on a, les retenir pour être capable de continuer à offrir le service, mais en même temps aussi être capable de bien former la relève qui se joint à nos entreprises. Et puis en même temps, bien, il y a de l'automatisation. Quand on parlait tout à l'heure de tous les nouveaux systèmes d'automatisation qu'on a, bien, ça aussi, ça nous permet d'accélérer certaines transactions. Ça nous permet de pouvoir offrir des services around the clock, là, 24 heures par jour, 7 jours semaine, peu importe où tu te trouves sur la planète et ainsi de suite. Mais il en demeure pour moins que quand on regarde du côté de la qualité des ressources humaines, bien, c'est ça dans notre organisation, c'est d'avoir de bonnes personnes qui sont bien formées, qui sont à l'écoute des besoins du client, qui comprennent la nature de l'entreprise et de l'économie et qui sont en mesure de nous aider. Et puis d'aider la clientèle. Mais si je regarde, je te dirais là, à moyen terme, oui, on est tous préoccupés par la question des ressources humaines, mais on s'ajuste et on s'adapte. Une fois qu'on qui prennent pas mal plus de temps qu'on on peut en prendre par le passé parce que je te dirais que la compétition, elle est très, très forte. Claude, tu l'as évoqué rapidement, une des parties de la réponse aux pressions là, sur la main-d'œuvre, sur les ressources, c'est évidemment les nouvelles technologies. Tu parlais d'automatisation de certains services. On est une ville d'intelligence artificielle ici. On peut présumer que la banque du futur, la banque en développement, va devenir une banque qui opère davantage à distance, peut-être dans l'espace virtuel. Tout ça est possiblement relié aussi à la fameuse identité numérique du citoyen. Comment tu vois les prochains investissements que vous allez faire pour rendre la banque, je dirais, encore plus numérique, virtuelle, peut-être à distance, facilitant la vie de tous vos clients? Comment tu vois ça évoluer dans les prochains 2-3 ans? En fait, on le voit évoluer, Michel, depuis longtemps. Je te dirais qu'en temps réel, on a des systèmes qui nous permettent de détecter toute tentative d'intrusion, toute malversation, toute action inhabituelle. Donc, tout ça, ça se fait de façon virtuelle et de façon pratiquement instantanée. On veut définitivement s'assurer d'avoir les meilleurs systèmes et de continuer à améliorer ces systèmes-là. Mais quand tu parlais aussi au niveau de l'identification d'individus, ben, je pense aussi que du côté des gouvernements, on va devoir éventuellement, et plus rapidement que trop tard, revoir tout ce fameux système qu'on a de carte, que ce soit la carte d'assurance maladie ou la carte d'assurance sociale. Donc, être capable d'avoir une façon différente, d'être capable de mieux identifier, de mieux s'assurer de l'identité de la personne avec qui on transige. Que ce qu'on a actuellement, puis où on voit énormément de fraude, de malversation, de perte, tout simplement, là, de ces outils-là. Dis-moi, toujours dans l'esprit de voir là, comment la situation évolue, une question qui m'était posée l'autre fois, c'est l'impact des fameuses crypto-monnaies sur le système financier. Puis la personne me disait... voyant que tu venais à notre tribune, pose-lui la question, est-ce que je peux m'ouvrir un compte de crypto-monnaie à la BMO? Comment vous voyez l'évolution de ces crypto-monnaies? On sait que les gouvernements parlent aussi d'avoir des dollars numériques ou des monnaies crypto étatiques, si on veut. Comment tu vois ça évoluer? Et quel conseil tu donnerais aux gens qui voudraient avoir des crypto-monnaies, qui pensent que c'est la voie de l'avenir? Comment tu vois la situation? En fait, on parle d'avenir. Je me tiens toujours dans le présent. Je te dirais que non, chez nous, la crypto-monnaie n'existe pas. Il n'y a aucune institution financière canadienne non plus où tu peux
de procurer ou transiger en crypto-monnaie. Puis je reviens un peu à ce que je disais précédemment quand on parlait du système bancaire canadien. Le système bancaire canadien était considéré comme l'un des meilleurs systèmes bancaires au monde. Souvent, on a été critiqué sur la lenteur à laquelle on apportait des changements, des améliorations, de nouvelles technologies, des choses semblables. Mais encore une fois, faut-il s'assurer que la base première, ton obligation première comme institution financière, c'est de s'assurer de garder un équilibre, de bien aider ton client, donc notre économie provinciale et canadienne. Puis quand on regarde tous ces systèmes qui existent aujourd'hui, écoute, tout ça est sous la loupe actuellement, tout ça est analysé, mais il y a aucune direction là, serait définitive d'arrêter de ce côté-là. Puis tant aussi longtemps que nos grands dirigeants et nos spécialistes ne seront pas convaincus de cette façon de faire, ben, ça ne se fera pas. C'est, encore une fois, c'est de nous assurer de bien protéger nos clients, leurs actifs, et c'est ça, notre économie. Okay. L'approche prudente a payé dans le passé. Ce que tu dis, c'est on continue d'avoir cette approche prudente encore. Parlons de quelque chose qui est important, je le sais, pour toi, pour la BMO, qui est, appelons-le la BMO, le citoyen corporatif engagé. La semaine dernière, je rendais public, avec Séverine Labelle de Femmes et Sœurs, on rendait public une analyse qu'on a fait conjointement sur l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat de la diversité. Et un des constats qu'on faisait, c'est que si on veut vraiment éventuellement atteindre une parité de présence de femmes dans l'entrepreneuriat, il faut accélérer le rythme. Et aussi, on remarquait que dans le cas des entreprises, des gens de la diversité, notamment chez les immigrants, un des enjeux, c'était d'accélérer la taille moyenne. C'est vrai pour les entreprises dirigées ou propriétaires qui sont des propriétés de femmes. Mais je voulais te poser la question, à la BMO, comment vous abordez la question du rôle de l'institution dans l'enjeu de l'entrepreneuriat féminin et de l'entrepreneuriat de la diversité? Je te dirais que en fait, l'entrepreneuriat féminin, ça fait déjà partie, depuis très longtemps, des objectifs de l'organisation. La banque investit énormément annuellement là, pour supporter les entrepreneurs féminins, faire en sorte qu'il y a des prêts qui sont destinés strictement à des entreprises qui sont gérées par des femmes. On a même nos spécialistes en financement commercial qui, de leur côté, reçoivent aussi ces formations pour vraiment s'assurer d'être à l'écoute, de bien comprendre, puis de faire en sorte qu'on va être en mesure d'aider, de supporter, d'encourager les entrepreneurs féminins. Donc, il y a plusieurs choses qui se font quand je parlais des sommes qui peuvent être octroyées du côté du crédit commercial, par exemple. Ben, on a des portefeuilles qui sont réservés strictement pour des femmes entrepreneurs, pour les aider à se lancer en affaires, pour les aider à développer, à être plus compétitives, et ainsi de suite. Autant du côté de chez BMO, on va s'assurer également que la représentativité de nos gens sur le terrain équivalente à ce qu'on voudrait voir comme représentation au niveau du marché. Donc, d'avoir des femmes qui sont des exécutifs, des femmes qui sont des spécialistes en financement commercial, des femmes qui sont là pour venir aider et supporter les communautés, puis en même temps pour venir aussi guider je dirais l'ancien. Parce que c'est plus un boys club. On regarde autour de nos tables de direction aujourd'hui, on regarde autour de nos tables de conseil d'administration et on retrouve souvent parité entre hommes et femmes et puis également entre diversité. Donc, ça fait partie de notre ADN, je dirais. Et puis, je dirais, c'est pas à la blague, mais une chose, je me rappelle, tu parlais tout à l'heure que j'étais à la banque depuis longtemps, et je me rappelle lorsque j'étais directeur de succursale dans différents quartiers
de Montréal ou ailleurs, et que je disais à mes gens, en recrutement, je veux m'assurer qu'on va avoir une représentation dans nos employés, une représentation du marché qu'on dessert. Comment est-ce que moi je peux comprendre les besoins d'un marché que je ne connais pas ou les besoins d'une communauté ou d'une ethnie que je ne connais pas? Donc, ça va nous permettre de mieux les comprendre, mais en même temps aussi d'avoir des gens qui sont là, qui vont être en train de nous éduquer, qui nous faire comprendre qu'est-ce qui est important pour ces gens-là. Et donc, c'est un peu la façon dont on a travaillé au fil des ans. Mais pour répondre oui à ta question, c'est quelque chose sur lequel on accorde énormément et d'attention et de capitaux pour s'assurer qu'on garde un équilibre et qu'on va aider finalement la gente féminine. Claude, toujours dans l'esprit d'être une banque engagée dans les grands défis du moment, on parle énormément évidemment d'une transition énergétique, d'une transition écologique. On dit, je pense que tout le monde s'entend pour dire que si on est pour avoir une stratégie de relance, assurons-nous qu'on prend des bonnes décisions en fonction des enjeux d'une relance verte. Je pense qu'à la BMO, là, vous avez, je pense, des objectifs de carboneutralité sur vos prêts. Je pense que vous êtes engagé. Comment tu vois, encore une fois, le rôle des institutions financières et de la BMO lié à cet objectif d'une relance verte puis d'une transition énergétique et écologique réussie? En fait, un peu comme tu dis, là, oui, on a des objectifs qu'on se donne pour nous assurer qu'on va déployer les ressources et les capitaux aux bons endroits pour faire en sorte qu'on va changer la donne. Donc, on va aider les gouvernements, les entreprises, les provinces et le Canada à bien tirer son épingle du jeu. Et puis tout ça qui va nous servir finalement à moyen et long terme. Puis on voit que BMO est quand même engagé dans cette stratégie-là depuis très longtemps, même à l'interne chez BMO. On a mis en place des programmes très spécifiques pour nous permettre d'économiser, nous permettre de réutiliser du matériel qu'on avait. Donc, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre ADN. Et puis, en même temps, BMO va allouer une partie de son capital pour faire en sorte que ces changements-là vont devenir des changements permanents et qui vont être implantés le plus rapidement possible. Claude, je l'ai dit en introduction, je me souviens très clairement comment on avait collaboré là, quand on avait voulu mettre sur pied l'initiative Je vois Montréal, qui était en lien avec le rapport que vous aviez commandé à l'époque, qui comparait des villes à travers le monde qui avaient subi des périodes de déclin, puis qui avaient relevé la tête, puis qui s'étaient repris. Là. Et je pense que ça fait partie d'une recette d'il y a quelques années qui a marché. Le milieu s'est mobilisé. Tout n'est pas dû à Je vois Montréal, mais assurément, il y a un momentum à Montréal qu'on a trouvé depuis ce temps-là. Et je suis convaincu que c'est ailleurs dans le monde. On faisait une étude sur les villes qui ont réussi à se relever d'une mauvaise période. Montréal ferait dorénavant partie de ces cas-là. Donc, c'est pour dire que je pense qu'on avait bien travaillé tous ensemble. Là, on a un défi, puis ça s'appelle le centre-ville. Dans la prochaine année, toi et moi, on s'en est parlé, les grands employeurs du centre-ville vont prendre des décisions. Les employés eux-mêmes vont lancer des signaux. Tout le monde parle de ces nouveaux modèles hybrides de travail où on va aller au bureau. Il y a d'autres qui disent que les espaces eux-mêmes devront être réaménagés, que la réalité après la pandémie va être que les employés, pour les attirer, surtout qu'on risque d'être en pénurie de main-d'œuvre, pour attirer ces employés-là, il va falloir répondre à certaines demandes. Comment tu vois dans la prochaine année le centre-ville? Puis j'ai envie de te demander si tu avais un message à passer aux autres dirigeants d'entreprises, des grands employeurs du centre-ville de Montréal, qu'est-ce que tu leur dirais? Donc, comment tu vois la situation venir? Puis qu'est-ce que tu as envie de dire à tes collègues? Écoute, en termes de situation, je te dirais, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a tous été frappés par cette... on a tous eu à composer avec des changements très, très rapides, puis des changements qui étaient imprévus. Comme je te disais tout à l'heure, autant on pouvait prévoir toutes sortes de catastrophes, celle-là, elle n'était pas prévue. Puis en même temps, tu as une continuité de service que tu dois continuer d'offrir. Il y a des entreprises qui sont définitivement beaucoup plus, je dirais, en difficulté ou beaucoup plus frappées par
ça que je pense à tous les domaines là, de restauration, d'hôtellerie, et ainsi de suite, où vraiment c'est les bars et tout. Ces entreprises-là, finalement, c'est les gens. Plus il y a de gens qui sont présents, mieux c'est. Donc, il va y avoir des façons de faire différentes. On va devoir s'ajuster. Moi, je pense que le premier gros coup qu'on doit donner très, très rapidement, c'est de s'assurer qu'on vaccine le plus grand nombre de Québécois, de Canadiens, pour être capable d'en venir finalement à un certain niveau où la maladie va arrêter de se propager. Mais en même temps, ça nous fait réaliser qu'on doit revoir nos façons de faire. Puis un peu comme on en discutait récemment, tu disais, vous allez faire quoi avec tous ces grands espaces? Ces espaces-là, aujourd'hui, où on pouvait mettre X nombre de personnes, je dirais, au 100 pieds carrés, avec la distanciation, on se doit d'utiliser plus d'espace pour être capable de recevoir moins de gens. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il y en a plusieurs qui, écoute, si on regarde avant la pandémie, de notre côté, on avait des objectifs d'accroître le pourcentage d'employés qui étaient en télétravail et on peinait à le faire parce que les gens aimaient se rendre au centre-ville, les gens aimaient se rendre au bureau, puis cohabiter, si on veut, avec leurs collègues. Alors que l'espace de 3 semaines, on est parti de à peu près, je sais pas, peut-être 5%, puis sans compter nos succursales ouvertes parce qu'on était un service essentiel, on a frappé pratiquement le 90%. Mais du jour au lendemain, il y a des gens qui ont réalisé que c'était possible de faire du télétravail, c'était possible d'être aussi productif. Peut-être que j'économisais 1h30 à 2 heures par jour de voyagement et d'habillement ou de ci ou de ça. Donc, il va y avoir un certain réajustement là, qui va s'effectuer. Mais il y en a pas moins que moi, tous les gens à qui je parle de façon quotidienne, tout le monde, il n'y a pas personne qui me dit moi, j'espère que je vais rester à la maison encore un an. Les gens nous disent tous, j'ai hâte de revenir au centre-ville, j'ai hâte de revenir au travail, j'ai hâte de côtoyer mes collègues, parce que c'est aussi de ce côté-là où tu réussis à mieux comprendre tout ce qui se passe, puis à faire en sorte que tu fais avancer des dossiers. Il va y avoir un ajustement, Michel, qu'on va voir au fil des mois, au fil des ans, mais ça me surprendrait qu'on revienne au point de départ. Ça va être un nouveau départ. Donc, une nouvelle façon de faire. Puis peut-être que notre Montréal centre-ville, qui était vivant, je sais pas, peut-être qu'il viendra animé 24 heures par jour. Il y a peut-être ça là, qui va être à considérer parce que les entreprises, on est de plus en plus ouvert sur la planète. Donc, d'avoir des entreprises qui commencent à 8 heures le matin puis qui ferment à 5 heures le soir, mais peut-être qu'on pourra avoir des entreprises le matin qui vont travailler around the clock, 24 heures par jour. Donc, ça va amener à Montréal aussi, possiblement, un roulement de personnel, puis faire vivre des entreprises, faire vivre des restaurants, des hôtels et tout ça. Mais il y a définitivement un ajustement là, qui va s'effectuer. Et comment cet ajustement-là va s'effectuer? Je te dirais que même chez nous, on se pose encore des questions, à savoir de quelle façon on va utiliser l'ensemble de nos surfaces. On fait juste regarder l'édifice qu'on a sur Saint-Jacques, en fait les 3 édifices sur Saint-Jacques. Si je regarde la tour de 16 étages, les ascenseurs, si on va être capable de respecter une distanciation, tu peux pas mettre plus que 2 ou 3 personnes par ascenseur. Donc, c'est de remplir un édifice semblable comme on le faisait par le passé, mais ça devient plus difficile. Donc, il va falloir trouver d'autres façons là, de faire vivre le centre-ville, mais c'est important que tout le monde mette la main à la pâte et l'épaule à la roue. Pour nous assurer que notre centre-ville là, qui peine actuellement va pouvoir se redresser rapidement. Comme tu le dis, Claude, et tu l'as dit souvent au cours de l'échange, c'est difficile de voir en avant de nous. Moi, ce que je regarde ces jours-ci, c'est évidemment ce qui se passe en Israël, où les taux de vaccination sont très, très élevés. Et je remarquais que cette semaine, ils ont décrété que les masques, c'était fini. Et on a même de la misère à s'imaginer, tu évoquais encore les ascenseurs avec les normes de distanciation, mais on peut présumer que quand tout le monde sera vacciné dans 6 mois, peut-être que les ascenseurs seront plus nécessairement un goulot d'étranglement. Donc, on va voir ça. J'aimais beaucoup ce que tu évoquais, qui est... moi, je crois beaucoup que les centres-villes sont des lieux d'effervescence.
Ce qui est complètement anormal présentement, c'est que ce sont des déserts. Mais je pense que devant nous, à un moment donné, ce qu'on va retrouver, c'est cette effervescence-là. Elle sera différente, comme tu le dis. Les gens vont avoir des modes de travail hybrides probablement. Mais je crois beaucoup dans le désir de se voir en personne, dans le désir de se voir dans des endroits agréables. Et les centres-villes, ça offre ça. Claude, je te remercie beaucoup. Ça a été un très bon échange et je pense que c'est très rassurant. Tu le disais, tu l'as dit plusieurs fois. Des fois, dans la littérature américaine, on trouve que les banques canadiennes sont plates, sont ennuyeuses. Et on l'a vu en 2008-2009, tout d'un coup, c'est devenu peut-être une qualité d'être un peu plate. Et on vient de le voir, peut-être qu'à travers cette prudence-là, ça fait des systèmes très robustes aussi. Donc, peut-être que c'est une bonne caractéristique de nos banques. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Et je vous invite ce jeudi, donc dans 2 jours, alors qu'on va recevoir Guy Sauvageau, qui est le chercheur principal de l'Institut de recherche en immunologie, en cancérologie, Université de Montréal. Et on va parler de découvertes scientifiques en oncologie. Et ça fait partie d'une trame où, évidemment, la pandémie a amené tout le monde à constater l'importance des sciences de la vie, l'importance de nos capacités ici, de nos compétences en recherche, en développement de médicaments, en recherche et en développement de traitements. Et donc, c'est avec un grand plaisir que ce jeudi, on va recevoir Guy Sauvageau à notre tribune. Donc, à bientôt tout le monde et merci encore une fois, Claude. Plaisir. Au revoir.